Bonjour à toutes, à tous. Je vais vous proposer un thème que j'ai réalisé à la demande de certaines médiathèques, de certaines associations. Dès 2007, voici les calendales de Noël, les traditions provençales. Avez-vous pensé à mettre sur votre porte d'entrée la couronne de l'Avent, faite de branchages des pins verts représentant la vie, nouée par un ruban rouge, ornée de pommes de pin. Cette couronne évoque le soleil qui revient toujours comme le temps des fêtes de Noël. Pour nous chrétiens, elle nous rappelle que Jésus-Christ va revenir. Une autre couronne ornée de 4 bougies peut être posée sur la table. C'est le pasteur Vichen, depuis 1839, qui a créé cette tradition auprès des enfants pauvres de son village. Depuis le début du XXe siècle, tout comme eux, chaque dimanche du temps de l'Avent, vous allez allumer une bougie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Plus la fête de Noël approche, plus il y aura de la lumière. Les chrétiens d'Europe retrouvent donc certains passages de la Bible. La première bougie est le symbole du pardon envers Adam et Ève. La deuxième bougie est le symbole de la foi avec Abraham. La troisième est le symbole de la joie avec David qui aura une longue descendance. La quatrième bougie est le symbole de la justice et de la paix enseignée par les prophètes. Le 4 décembre, nous fêtons la Sainte Barbe, qui est une martyre, désormais la patronne des métiers du feu, les pompiers, les canonniers, les mineurs. Elle vécut au IIIe siècle en Turquie et se convertit au catholicisme. Son père, Dioscore, la séquestra dans une tour, puis la décapita. Quelque temps après, lors d'un orage, il fut frappé par la foudre et mourut à son tour. Dès le 4 décembre, dans 3 coupelles, décorées de coton et imbibées d'eau, des grains de blé ou de lentilles sont déposés pour germer. C'est le blé de Noël, le blé de la crèche, qui décorera également la table familiale. On a coutume de dire que si le blé pousse bien, tout va bien. Quand le blé va bien, tout va bien, dit-on en provençal. Il faudra le brûler ou le déposer dans le jardin après les fêtes. Dans le Var, autrefois, on versait un peu de blé de Sainte-Barbe dans la cheminée les jours d'orage, afin d'être protégé de la foudre. Vous allez sans doute manger la bûche de Noël. La présence de cette bûche est une ancienne tradition provençale. Mais cette bûche ne se mangeait pas. Autrefois, les maisons se chauffaient au feu de bois dans une cheminée. Avant le gros souper, la cérémonie de la bûche était typique à la Provence. Le cacciofio, qui veut dire mettre le feu. C'était une bûche d'un arbre fruitier que l'homme le plus âgé et le plus jeune enfant portaient en faisant 3 fois le tour de la maison si le temps le permettait, ou 3 fois le tour de la salle à manger ou de la table, puis devant la cheminée, le maître de maison versait du vin cuit ou de l'huile d'olive sur la bûche, en disant « Allègre, allègre, Dieu nous tienne en joie. Noël arrive, tout va bien. Que Dieu nous fasse la grâce de voir l'année prochaine. Et si nous ne sommes pas plus, que nous ne soyons pas moins. » Puis
Il l'a déposée dans l'âtre de la cheminée. Son embrasement représentait la fécondité, la prospérité de la famille. On doit rallumer cette bûche non consumée le lendemain et ainsi de suite. Il faut qu'elle brûle jusqu'à l'an nouveau. Cette tradition séculaire serait la représentation symbolique de la transition entre l'année qui s'achève, c'est le passé, représenté par l'aïeul, et celle qui va arriver étant l'avenir, représenté par le benjamin. Une fois les fêtes terminées, un fragment de charbon est déposé sous le lit pour protéger la maison du tonnerre, des incendies. Les paysans, autrefois, protégeaient des maladies leur bétail dans les étables. Le premier rite terminé, les Provençaux entamaient le gros souper. Peu à peu, les feux de cheminée ont disparu. La bûche est restée présente dans les familles. Le père de famille creusait une bûche qu'il remplissait de friandises. Celle-ci était ouverte par les enfants qui assouvissaient leur gourmandise. Aujourd'hui, nous dégustons une bûche pâtissière ou glacée. Également, nous plaçons une bûche en bois décorée au milieu de notre table. Les fêtes de Noël en Provence permettent aux familles de se réunir, petits et grands, autour des aïeuls, en recevant également des proches cousins, souvent des amis qui sont seuls, isolés. Au cours des siècles, la Provence a toujours été une terre de fervents catholiques. La messe de minuit, la crèche ont toujours tenu une place importante dans chaque famille provençale. Nous retrouvons une autre tradition provençale avec les 13 desserts associés au gros souper provençal qui doit être maigre, sans viande, avec du poisson et des légumes. Les puristes disent qu'il faut 7 plats au souper de Noël, en souvenir des 7 plaies du Christ. Il doit être servi sur une table recouverte de 3 nappes blanches éclairées par 3 bougies qui ont été allumées par le plus âgé au plus jeune. Toujours 3 qui représentent la Trinité. La tradition veut qu'après le repas, on noue les 4 coins de la 3e nappe pour en faire un baluchon rempli de nourriture pour les pauvres. Ce gros souper, on le fait souvent avant la messe de minuit. On déguste les 13 desserts après l'office. On ne retire aucun reste, ils sont laissés sur la table pour que les anges et les défunts puissent se restaurer. Telle est la tradition. Les 13 desserts. À l'origine, ces desserts n'étaient composés que de 12 pains et d'une grosse miche marquée d'une croix. Tradition méridionale, apparue à Marseille à la fin du XIXe siècle, selon les coutumes plus anciennes du XVIIe siècle. Le nombre de desserts servis pour le réveillon de Noël varie selon les régions. Avant tout, ce qu'il faut retenir, c'est que les 13 desserts symbolisent Jésus, entouré de ses 12 apôtres au moment de la scène. Ils représentent également différents symboles. Les 4 ordres religieux, les noisettes, l'ordre des Saint-Augustin, les amandes, les carmes, les figues, les franciscains, les raisins secs, les dominicains. Puis nous avons la coutume de la pompe à huile, en souvenir du pain rompu par le Christ, pompe qu'il ne faut jamais couper, mais qu'il faut rompre. C'est un pain de fête, préparé à la maison avec de l'huile, de la farine, du levain, du sucre, de la cassonade, et le tout aromatisé de zeste de citron et d'orange. Mais la pompe à huile est cuite chez le boulanger.
Le nougat noir représente le mal, le nougat blanc, le bien. Les fruits d'Afrique font référence au roi mage. La tradition des 13 desserts de Provence a été codifiée au XIXe siècle par le Félibrige, c'est-à-dire l'association des poètes provençaux fondée par Frédéric Mistral en 1854. Puis, à Aix-en-Provence, en 1998, des associations se sont réunies pour établir une liste officielle. Comme nous pouvons le constater, cette tradition provençale a largement dépassé le cadre religieux, puisque nous pouvons compter les 4 premiers desserts par des desserts utilisés par différentes localités et différentes familles. On peut y ajouter des dattes, des calissons d'Aix, des pâtes de coin, du raisin blanc, du melon, des oranges, des pommes et poires d'hiver, des prunes, des figues séchées. Mais pourquoi pas, vous n'ajouteriez pas une galette, des cédrats, des croquants aux amandes, des biscottins d'Aix, des oreillettes, des gâteaux, pignons de pain, puis ce fromage blanc piquant, là, le catcha, des papillotes, la panade, etc., etc. Vous pouvez donc compléter vos 13 desserts selon vos goûts familiaux. Donc, en revenant de la messe de minuit, avant de déguster les 13 desserts, il y a un geste important à faire. Déposer l'enfant Jésus qui vient de naître dans les tables de la crèche. En Provence, faire à la crèche est une véritable institution. Sans règle absolue, mais avec un certain respect de la tradition concernant le choix des santons, qui sont disposés en respectant une certaine perspective, sans oublier les diverses constructions, bastides, moulins, ponts, puits, cours d'eau. Il est de tradition de faire figurer tous les métiers, le monde rural tout comme les types populaires de la cité, également les bohémiens. La crèche, les santons sont indissociables des danses et des chants provençaux pendant les calendales de Noël. N'oublions pas que ces santons provençaux ont vu le jour au début du XIXe siècle avec le Marseillais Jean-Louis Laniel, puis à la fin du XIXe siècle avec l'aubagnaise Thérèse Neveu, qui va les faire cuire dans le four de son frère potier, et les santons vont être plus solides. Début du XXe siècle, le mouvement du Félibrige, créé par Frédéric Mistral en 1854, va faire connaître les santons de Provence dans toute la France. Les Provençaux n'oublient pas de dresser près de la crèche un sapin de Noël qui descend d'une tradition païenne. En effet, les Celtes considéraient le 24 décembre comme le jour de la renaissance du soleil, auquel ils associaient un arbre symbole de l'enfantement, l'épicéa. Au XIIe siècle, la tradition du sapin apparaît en Alsace, où les maisons étaient décorées avec des branches de sapin, de gui, de houx coupées 3 jours avant Noël. Cette tradition va être christianisée par les églises chrétiennes du Moyen Âge. L'arbre du paradis va apparaître dans les maisons recouvertes de pommes rouges. Le 24 décembre était la fête de l'arbre d'Adam et Ève, qui précédait la représentation de la nativité dans une crèche. Cet arbre de Noël va se généraliser à la fin du XVIIIe siècle. Et cette tradition du sapin de Noël va se répandre dans tous les pays d'Europe protestante. Il va être introduit en France au XIXe siècle, au cours de l'année 1837 à Paris, par la princesse Hélène de Mecklembourg,
après son mariage avec le duc d'Orléans. Dans le cadre de la tradition chrétienne, pendant très longtemps en Provence, l'arbre de Noël ne devait pas être installé avant la veille de Noël, le 24 décembre, et devait être enlevé 12 nuits après pour l'Épiphanie. Aujourd'hui, les décorations des rues démarrent beaucoup plus tôt qu'autrefois, et il n'est donc pas rare que les sapins de Noël survivent jusqu'à la Chandeleur, peu de jours avant le début du carême. Ces sapins de Noël peuvent être naturels ou enneigés, mais également artificiels ou en plastique. Seules les décorations doivent être soignées. Une étoile au sommet du sapin, rappelant pour les chrétiens l'étoile de Bethléem qui guida les rois mages vers le lieu de naissance de l'enfant Jésus, que l'on célèbre le 25 décembre. L'étoile est parfois remplacée par une pointe. Traditionnellement, c'est l'enfant le plus jeune de la famille qui installe l'étoile sur le sapin. Les guirlandes sont simples ou lumineuses, clignotantes ou non, colorées ou blanches, de matières différentes, rubans, chaînes de perles ou objets divers, ou encore de type boa. Les boules de Noël, brillantes et de différentes couleurs. D'autres suspensions de formes diverses ayant un rapport avec Noël, notamment des angelots, des Pères Noël, des miniatures d'objets en bois. Puis l'épiphanie a lieu 12 jours après Noël. Après l'apôtre nous raconte la naissance de Jésus-Christ et la venue des rois mages, l'apôtre Luc celle des bergers. L'épiphanie vient du mot grec apparition. C'est l'Église qui institua cette tradition typiquement française qui remonte au XIIIe siècle. Le 6 janvier, Jésus-Christ est présenté au roi mage. C'est le jour des rois. La galette est partagée en autant de portions que d'invités, plus une part, celle du pauvre. Ce sont des mages, magas, qui désignaient une caste sacerdotale. Ce sont des mi-savants, des mi-magiciens, qui pratiquaient la médecine, la divination et l'astrologie, et qui ont suivi l'étoile de Bethléem. Vous allez donc déposer, le 6 janvier, ces rois mages dans la crèche. La tradition veut qu'ils soient 3. Ils représentent la richesse, la gloire, le pouvoir, qui se prosternent devant cet enfant nouveau-né, si fragile, si pauvre. Dès le IIe siècle, après Jésus-Christ, ces mages furent nommés rois. Melchior représente l'Europe, la myrte, symbole de la passion de Jésus-Christ. Gaspard, l'Asie, l'or, symbole de la royauté. Balthazar, l'Afrique, l'encens, symbole de la divinité. La fève n'est apparue qu'au temps des Romains, qui offraient une galette à leurs proches en signe d'affection et d'amitié. Au XIe siècle, certaines tribus avaient l'habitude de désigner leur chef en mangeant une galette dans laquelle se trouvait un santon en or, ou pour les plus pauvres, une fève. C'est un haricot blanc. Faba, en latin, famille des fabacées. Celui qui le trouvait était élu. Sous l'Ancien Régime, cette galette prit l'appellation de galette des rois. Les vassaux l'offraient en même temps que le paiement de leurs impôts au seigneur. La première fève en porcelaine apparut vers les années 1870, c'est-à-dire au XIXe siècle. En Provence, aujourd'hui, nous partageons, en famille ou entre amis, cette fameuse galette des rois en forme de couronne, parfumée à fleurs d'oranger, décorée de fruits confits et de grains de sucre.
Le plus jeune se glisse sous la table pour désigner la répartition des parts. Si tu trouves la fève, tu devras l'offrir à ton tour, cette fameuse galette. Avec l'épiphanie, puis la chandeleur, peu à peu se termine la quarantaine du cycle de Noël. C'est la période des étrennes pour les enfants. Nous pouvons nous unir à eux pour chanter la marche des rois.